Il fut un temps, pas si lointain, où TV Liberté a explosé les compteurs sur la plateforme Google YouTube. Et c'est alors qu'est survenu l'inimaginable. Une censure brutale, totale, sans appel. Non pas une simple suspension, mais la fermeture pure et dure de nos chaînes par Google. Mais parce que nous dérangeons. Une nouvelle attaque politique est survenue, plus sournoise, plus insidieuse, mais aussi plus meurtrière, la censure bancaire. Et le choc a été d'une ampleur inégalée, une perte sèche estimée à ce jour à 300 000 €, et cela en quelques semaines. Et une nouvelle fois, nous ne nous sommes pas laissés abattre. La riposte a été immédiate. Notre président Philippe Millau a sollicité tous les conseils possibles et interpellé le président du Sénat, appelant à voter enfin en seconde lecture la loi visant à lutter contre la fermeture arbitraire des comptes bancaires. Il entend aussi obtenir réparation en portant l'affaire devant la justice et faire rendre gorge à ceux qui ont tenté d'étouffer TVL financièrement. Vous l'avez bien compris, TV Liberté est plus qu'une chaîne, c'est un combat. Un combat pour la liberté de penser, de parler, d'informer, dans un monde obscurci par une démocratie confisquée et une forme de totalitarisme larvé. Et ce combat, nous ne le perdrons pas, à condition de ne pas relâcher l'effort. Vous avez compris que nous avons vraiment besoin de votre aide, et ce, avant le 20 juillet, date où nous devons faire face à de vraies grosses échéances. C'est donc un appel à l'aide que nous vous lançons. Ce combat auquel nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas le perdre. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le revirement de Donald Trump sur l'Ukraine pourrait faire passer l'Europe à la caisse pour payer l'armement ukrainien. Explication dans cette édition. Alors que l'UE prépare son 18e paquet de sanctions contre la Russie, retour sur ces fameuses sanctions et leur portée dans le jeu international. Et enfin, retour en France avec le recours de Marine Le Pen devant la CEDH. Derrière la colère de Donald Trump vis-à-vis de Poutine au sujet de la guerre en Ukraine, un plan de raquette des Européens par Washington semble se mettre en place semaine après semaine. Et c'est le vieux continent qui pourrait payer l'addition de l'armement. Nicolas de Lamberterie. Le président américain Donald Trump vient d'annoncer qu'il effectuera lundi une déclaration importante au sujet de la guerre en Ukraine, quelques jours après avoir exprimé avec virulence son mécontentement à l'endroit du président russe Vladimir Poutine, dont il a qualifié les propos de conneries. Tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame de nouvelles sanctions à l'endroit de la Russie, les Européens en sont déjà à 18 paquets de sanctions. Rappelons qu'au sommet du ridicule, ces sanctions ont amené à diverses restrictions d'importation de produits russes, paraît-il pour cesser de financer l'économie russe, mais qu'en parallèle, la France n'a jamais autant importé de GNL en provenance de Russie qu'en 2024. En clair, on a remplacé de l'énergie russe bon marché par de l'énergie russe beaucoup plus chère. Mais ce qui se dessine, c'est plutôt ce que Donald Trump avait déjà évoqué à plusieurs reprises, une nouvelle livraison d'armes à l'Ukraine, mais qui serait entièrement payée par ce que Trump appelle l'OTAN, et qui en réalité veut dire les Européens. Ce compromis permettrait ainsi à Trump de trouver une éventuelle quadrature du cercle entre la problématique de satisfaire l'État profond néocon d'une part, et rassurer d'autre part sa base électorale, hostile aux coûteuses interventions étrangères, et déjà déboussolée par la brouille avec Elon Musk ou la gestion du dossier Epstein. Pour les Européens, cela aboutirait à ce qu'ils portent de plus en plus seuls le poids du fardeau du conflit ukrainien et accélérerait encore le déclassement que leur promet l'endettement sans fin dans lequel ils s'enfoncent. D'autant que les Européens, Français et Britanniques en tête, semblent déterminés à jouer leur rôle actif dans le règlement du conflit. Mais ce rôle pourrait bien être celui de la serpillière pour nettoyer la salle des fêtes après les réjouissances d'autrui, en dépit de la communication grandiloquente faite autour de la dite coalition des volontaires. De surcroît, le plan de réarmement censément européen va servir en fait à acheter de l'armement américain, étant donné que les demandes de la France de privilégier au moins partiellement l'industrie d'armement française, pourtant reconnue en la matière, ont été repoussées par Bruxelles.
En clair, ce sont les Européens qui vont une nouvelle fois payer pour renflouer les caisses américaines et faire durer un conflit dont ils sont, mis à part évidemment l'Ukraine, les premiers perdants. Et la France semble devoir être le plus grand perdant de la transaction, puisqu'on lui refuse de faire tourner sa propre industrie, tout en lui demandant avec insistance de mettre à disposition des autres son parapluie nucléaire. Quant à l'Allemagne, elle joue sa propre carte et s'est fixée pour objectif de redevenir la première armée d'Europe. Cette manœuvre pourrait bien permettre à Berlin, certes au prix d'un endettement considérable, d'augmenter d'une part ses capacités militaires et surtout d'autre part d'éviter, au prix fort, au moins une partie des droits de douane que Trump veut imposer sur son industrie. En clair, les Européens vont tous passer à la caisse des bons de commande d'armement américains pour éviter à l'Allemagne de voir son industrie encore un peu plus affaiblie par d'importants droits de douane américains sur l'Europe qui l'affecteraient en premier chef. Vu le coût à venir de cette énième mauvaise plaisanterie, il n'est vraiment pas certain que les 40 milliards d'économies que recherche le Premier ministre François Bayrou suffisent à combler le tonneau des Danaïdes que le conflit en Ukraine représente sur le niveau de vie des Français. Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron préparent leur 18e paquet de sanctions contre la Russie. Et aux États-Unis, l'État profond presse Donald Trump alors que le président américain avait jusque-là ouvert la voie à une remise en cause de cet outil agressif et souvent contre-productif. Qui gagnera le bras de fer? Explication Édouard Chano. Tandis que Donald Trump doute ouvertement de l'efficacité des politiques de sanctions, l'Union européenne et les néoconservateurs veulent lui forcer la main. Bruxelles avance vers son 18e paquet de sanctions contre la Russie. Le 7 juillet, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a confirmé cette obsession. L'Europe s'apprête à prendre, sur des propositions françaises, les sanctions les plus lourdes que nous ayons prises depuis 3 ans, qui viennent directement assécher les ressources qui permettent à Vladimir Poutine de poursuivre sa guerre, et par des sanctions qui visent les recettes pétrolières, mais aussi les acteurs financiers russes ou acteurs financiers dans d'autres pays qui permettent à la Russie de se soustraire à nos sanctions, nous entendons bien le faire plier. Sont visés le pétrole russe et le gazoduc Nord Stream, seule ombre au tableau d'Ursula von der Leyen. La Commission n'aura pas réussi à interdire l'importation du gaz naturel liquéfié russe, dont certains sont encore dépendants, dont la France, rappelons-le. L'UE veut aussi inciter Trump à en faire davantage, affirmant travailler en coordination avec le Sénat américain. Le président américain a répondu quant à lui y réfléchir, se disant déçu de son dernier échange téléphonique avec Vladimir Poutine. Selon Politico le 10 juillet, Donald Trump serait prêt à signer le projet de loi que les faucons républicains, emmenés par Lindsey Graham, défendent depuis des mois. Concrètement, les États-Unis pourraient imposer aux partenaires économiques de Moscou des frais de douane massifs de 500% sur le secteur pétrolier, gazé et pétrochimique. Mais Trump veut assurer son droit à lever ces sanctions afin de préserver les prérogatives présidentielles sur les affaires étrangères sans être soumis au Congrès. Reste que s'il cède, le dirigeant américain remettrait en cause sa propre politique qu'il expliquait le 17 juin dernier au sommet du G7. Quand je sanctionne un pays, cela coûte très cher aux États-Unis, une somme colossale. Il ne s'agit pas simplement de signer un document, on parle de milliards et de milliards de dollars. Les sanctions ne sont pas si simples, ce n'est pas une voie à sens unique. Car Donald Trump l'a bien compris, les sanctions privent les économies occidentales de marchés et de ressources. Un constat de bon sens qui remettait en cause des décennies d'ingérences américaines. L'arme des sanctions a en effet été l'une des plus utilisées par Washington contre ses adversaires depuis un demi-siècle et l'embargo sur Cuba de 1960. Suivront l'Iran dès 1979, puis l'Irak en 1990, y provoquant une crise sanitaire tragique marquée par une explosion de la mortalité infantile, sans pour autant permettre à l'époque le renversement escompté de Saddam Hussein. Un cercle vicieux dont Trump semble être conscient, lui qui a le 8 juillet vanté le potentiel de l'Iran et envisagé de lâcher du lest pour inciter Téhéran à négocier au sortir de la guerre éclair de 12 jours avec Israël. L'un des problèmes que nous avons avec l'Iran, c'est que nous avons, comme on dit, des sanctions très sévères. Et j'aimerais pouvoir, au moment opportun, lever ces sanctions, leur donner une chance de se reconstruire, car j'aimerais voir l'Iran se reconstruire pacifiquement, au lieu de crier « mort à l'Amérique »,« mort aux États-Unis »,« mort à Israël », comme ils le faisaient. Vous savez, ils étaient les tyrans du Moyen-Orient, et maintenant, ils ne le sont plus. Vous savez, ils ont un potentiel énorme, ils ont des gens intelligents, énergiques, extraordinaires.
Une levée au moins partielle des sanctions visant l'Iran qui s'ajouterait à celle admise le 1er juillet pour la Syrie, le président américain ayant en effet signé le décret levant celle pesant sur Damas pour soutenir la stabilité du nouveau régime d'Al-Shara qui a renversé Bachar el-Assad. Après 14 ans de guerre et de sanctions, 90% de la population du pays vit sous le seuil de pauvreté. Et plus discrètement, le 30 juin dernier, l'administration Trump levait aussi les sanctions contre la Russie qui bloquait la construction de la centrale nucléaire hongroise Paks-2, vitale pour Budapest. Une aide pour son allié Viktor Orban, mais aussi un geste pour Vladimir Poutine, puisque c'est l'entreprise russe Rosatom qui doit construire les 2 réacteurs prévus, et les banques elles aussi russes, Gazprom Bank, VTB, Rosbank et Sberbank, qui doivent assurer à Budapest un prêt de 10 milliards. Alors si, selon le cowboy Trump, le commerce adoucit parfois les mœurs, tout porte à croire que l'État profond, qu'il soit à Washington ou à Bruxelles, entend bien s'y opposer. Marine Le Pen ne sera pas candidate en 2027. C'est ce que l'on pouvait entendre mercredi après le rejet du recours de Marine Le Pen devant la CEDH, mais ce n'est pas le cas. Explication. Condamnée judiciairement et politiquement le 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris condamnait Marine Le Pen pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. La sentence inclut 4 ans de prison, dont 2 fermes aménageables sous bracelet électronique, une amende de 100 000 € et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, rendant la peine immédiatement applicable malgré un appel en cours prévu pour l'été 2026. Et c'est justement cette exécution provisoire de la peine d'inéligibilité qui a mené Marine Le Pen devant la Cour européenne des droits de l'homme, comme nous l'explique le directeur général du Centre européen pour le droit et la justice, le CLJ, Gregor Pupink. Ce qui a amené Marine Le Pen devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est simplement l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Ça veut dire le fait que la peine qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Paris s'applique immédiatement, la peine d'inéligibilité s'applique immédiatement en dépit de l'appel. Ça veut dire que le juge du tribunal correctionnel a voulu priver Marine Le Pen de l'effet suspensif de l'appel, auquel elle a droit en fait en principe, précisément parce que le juge estimait que grâce au caractère suspensif de l'appel, eh bien Marine Le Pen pourrait se présenter aux élections présidentielles et être élue. Et ça, le juge ne l'a absolument pas voulu. Le juge a clairement dit que, pour eux, il leur paraissait constitutif d'un grave trouble à l'ordre public démocratique qu'une personne condamnée en première instance pour abus de biens publics puisse être candidat, voire être élu. Une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire qui empêche Marine Le Pen d'être candidate en 2027. Faute de recours possible en France, cette dernière a donc pu se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. C'est parce qu'il n'y a aucun moyen en France de contester cette exécution provisoire, d'en demander même la simple suspension, à la différence par exemple des peines de détention provisoire qui peuvent être contestées à tout moment, que Marine Le Pen peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme parce que cette décision est en elle-même constitutive de toute une série de violations des droits garantis par la Convention européenne. Mercredi 8 juillet, la présidente du groupe RN à l'Assemblée a ainsi saisi la CEDH pour demander en urgence la suspension de cette inéligibilité invoquant un risque d'atteinte à ses droits en cas de dissolution anticipée de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Et c'est cette demande précise qui a été rejetée et non pas son recours sur le fond. C'est un effet médiatique, on va dire, un espèce d'emballement et de mauvaise compréhension. Il y a eu une requête qui a été déposée par Marine Le Pen qui n'a pas été jugée encore, c'est la requête sur le fond. Et à côté de cette requête, il y a une demande, on va dire, d'acte de procédure qui a été formulée, qui est une demande de mesure provisoire. C'est une demande par laquelle Marine Le Pen a demandé à la Cour d'ordonner à la France de suspendre cette exécution provisoire. Et en fait, c'est uniquement cette demande accessoire qui a été refusée. Et en fait, donc, la procédure continue devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, c'est simplement, on va dire, un acte de procédure annexe qui a été refusé. La décision prise à l'unanimité par 7 juges ne porte donc pas sur le fond de l'affaire qui reste en examen. Marine Le Pen a également annoncé saisir le Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, contestant la compatibilité de l'inéligibilité immédiate avec la liberté électorale. Restait désormais à savoir quel sera le calendrier du Conseil constitutionnel, mais surtout quel sera le calendrier de la CEDH. La Cour, en fait, pourra prendre cette décision dans les prochains mois ou dans les prochaines années, un calendrier qui lui appartient,
en fonction du calendrier politique, en fonction de ses propres priorités. Mais voilà, donc la décision sur le fond, en fait, on l'attend toujours. Hein. Elle n'est pas du tout entamée. Et la décision qui a été prise hier ne préjuge pas du tout de la décision sur le fond. Il faut bien en être conscient, ce sont deux choses différentes. La décision d'hier, elle était quand même très prévisible, c'est pas déterminant. La décision sur le fond, on l'attend dans les prochains mois. Je pense probablement autour de la fin de l'année, au début 2026. Un calendrier aléatoire et une candidature en suspens, ce qui n'est pas sans conséquences politiques. En effet, l'attente de la décision sur le fond repousse l'annonce d'une candidature de Marine Le Pen, de Jordan Bardella ou même d'une autre personnalité. Le temps pour les autres partis de fourbir leurs armes, tandis que le Rassemblement national est dans le flou, exposé par ailleurs à d'autres procédures. Jeudi, le siège du RN à Paris a ainsi été perquisitionné dans le cadre d'une enquête française sur un possible financement illégal des campagnes électorales de 2022 et 2024, alors que le parquet a ouvert une enquête pour des irrégularités financières par l'ex-groupe ID, incluant le RN entre 2019 et 2024. Une offensive groupée qui pourrait éveiller des soupçons de suspicion d'acharnement politique dans l'opinion. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Aurore Bergé, la ministre de la Stasi pour lutter contre la haine en ligne. Aurore Bergé, ministre de la lutte contre la discrimination, a annoncé mercredi la création d'une coalition d'associations financée par l'État, regroupant la crème de la gauche anti-française et misandre avec la LICRA, SOS Racisme, Oser le féminisme ou encore le CRIF. Cette coalition signalera directement à l'Arcom les contenus qualifiés de haineux pour un retrait plus rapide. Les associations bénéficieront d'un soutien financier accru pour recruter des équipes dédiées. Aurore Bergé, qui dit envisager une candidature présidentielle, estime qu'il s'agit là d'un enjeu démocratique et de santé publique. Najat Vallaud-Belkacem fait-elle l'objet d'un recasage politique ? Jeudi, le Canard enchaîné a affirmé que l'ancien ministre de l'Éducation pourrait entrer à la Cour des comptes et que François Bayrou négocierait avec les socialistes pour, en échange, ne pas avoir de censure de leur part. Rappelons que Boris Vallaud, chef du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, est le mari de Najat Vallaud-Belkacem. Une telle combine a été démentie par la principale intéressée sur France Inter. Oui, la Cour des comptes, si je devais y atterrir, ce ne serait pas une nomination politique. J'ai passé un concours pour cela, dont j'attends le résultat. Mais de quel concours parle Najat Vallaud-Belkacem ? Pour entrer à la Cour des comptes, il y a un concours à la sortie de l'ENA ou de son successeur, l'INSP. En ce qui concerne les anciens ministres, il est possible d'y entrer comme conseiller maître après une commission qui vérifie qu'il ne s'agit pas d'une nomination politique. Autre possibilité, une nomination par le président de la République ou par le président du Sénat, mais en aucun cas il n'y a de concours pour un profil comme celui de Najat Vallaud-Belkacem. La fausse information véhiculée par l'ancien ministre a de quoi susciter des questions. Changement de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille. Jeudi, l'Assemblée nationale a adopté une réforme du mode de scrutin dans les 3 plus grandes villes de France, des communes qui ont la particularité d'être divisées en arrondissements. Le vote est donc assez complexe. Les électeurs votaient dans chaque arrondissement pour une liste de conseillers, les élus du haut de la liste siégeant au conseil d'arrondissement et au conseil municipal. En clair, pour espérer être élu maire, il fallait une implantation dans chaque arrondissement. Désormais, les électeurs auront tout simplement 2 votes, 2 urnes, un vote pour le conseil d'arrondissement et un vote pour le conseil municipal de l'ensemble de la commune. Le texte a été largement approuvé par Renaissance, le RN et LFI, 3 partis qui ont la particularité d'avoir peu d'élus locaux. A l'inverse, les opposants au texte fustigent une recentralisation interne à Paris, Lyon et Marseille, effaçant les dynamiques locales des différents arrondissements et quartiers. S'agissant de Paris, les détracteurs évoquent même une combine qui pourrait bénéficier à Rachida Dati. Après leur débâcle aux élections municipales de 2020, la Macronie espère peut-être ainsi rectifier le tir. Dangereusement vôtre en 2025, 40 ans après la mythique scène de parachutage de Médée, incarnée par Grace Jones qui a sauté du haut de la tour Eiffel, ce sont cette fois 2 hommes cagoulés qui ont escaladé la célèbre tour construite par l'architecte Gustave Eiffel, équipés de parachutes. Ils ont été interpellés après leur saut, l'un près du pont d'Iéna, l'autre sur le champ de Mars, vers 6 heures. Un 3e individu, resté au sol mais repéré aux abords, a également été arrêté. Les forces de l'ordre et les pompiers alertés n'ont pu empêcher le saut. Les 2 parachutistes ont été placés en garde à vue. Le directeur d'exploitation de la tour Eiffel prévoit de porter plainte contre les 3 suspects selon une source policière. L'actualité internationale en bref.
Le blanchiment officiellement fini aux Émirats. Les Émirats arabes unis ont officiellement quitté la liste grise européenne des pays à haut risque de blanchiment, mercredi après d'intenses tractations diplomatico-économiques. Cette décision adoptée par le Parlement européen est accompagnée de décisions analogues pour Gibraltar et le Panama, mais intègre Monaco. Les Émirats sur la liste depuis 2022 ont bénéficié du renforcement de leur loi anti-blanchiment et d'une meilleure coopération judiciaire. La Russie ne figure pas sur la liste grise, ce qui a titillé certains détracteurs de Moscou, et un amendement de dernière minute a ouvert la voie à sa possible inscription d'ici fin 2025. Tsahal confronté au syndrome post-traumatique de la guerre à Gaza. Un soldat israélien qui a combattu dans l'enclave s'est suicidé en début de semaine après une enquête de la police militaire. Il aurait été traumatisé par la mort d'un ami au combat. Tsahal avait décidé au début du conflit de publier les noms des soldats se donnant la mort, reconnaissant comme victimes de guerre les militaires décédés de circonstances personnelles, comme un suicide ou un accident de la route non opérationnel. Une décision annulée après 2 mois néanmoins. Selon le quotidien israélien Haaretz, le nombre de suicides a augmenté dans les rangs de l'armée depuis le 7 octobre 2023, 21 2024 et au moins 14 depuis le début de l'année 2025. À cela s'ajoutent au moins 11 civils qui se sont donné la mort après avoir quitté le service actif, après avoir donc combattu dans le conflit actuel. Icon City, la ville futuriste qui appartient déjà au passé. Début juillet, le ministère du Tourisme du Sénégal a annoncé que le projet du rappeur américano-sénégalais Alioune Badara Thiam, connu sous le nom d'Akon, a été abandonné. Rappelons que le rappeur voulait faire construire sur 55 hectares à quelques kilomètres de Dakar le Wakanda, du nom du royaume fictif dans le film Marvel Black Panther. Le nom retenu était Icon City. L'artiste avait pensé à tout, des gratte-ciel, des hôtels de luxe, des centres commerciaux, des bâtiments résidentiel, un hôpital, une université et même une centrale solaire pour y produire sa propre énergie, ainsi que sa propre crypto-monnaie. D'après les plans, l'ensemble devait rassembler à un décor de science-fiction, mais très vite, Akon s'est confronté aux réalités du terrain. Problèmes administratifs, travaux avançant beaucoup moins rapidement que prévu, déconnexion totale des attentes de la population sénégalaise, qui ne se reconnaissait pas dans ce rêve d'enfant. L'État a repris les 55 hectares qui avaient été concédés et déclare les destiner à un projet plus raisonnable. Elle s'appelait Vatsala, elle était la plus vieille éléphante femelle d'Asie et elle est décédée dans la réserve de la région indienne de Hinuta, âgée de 109 ans. Le ministre indien Mohav Yadav lui a rendu hommage, la décrivant comme gardienne des jungles du pays. Selon la presse locale, la matriarche dirigeait le groupe d'éléphants de la réserve et telle une grand-mère prenait soin des éléphantos et même des nouveau-nés après la mise bas des jeunes femelles. La doyenne avait peu à peu perdu la vue et ne pouvait plus parcourir de longues distances. Selon les scientifiques, le climat chaud mais surtout sec de la région a contribué à la longévité du majestueux pachyderme. Ce soir, un nouveau numéro de cette année-là sur le racisme anti-blanc. Demain, pour le Samedi politique, Élise Blaise reçoit le député européen du RN, Virginie Joron, pour évoquer la dérive autoritaire qui frappe Bruxelles et Paris et les raisons pour lesquelles il faut continuer de se battre. Lundi, dès 7h, un zoom avec l'historien Christophe Buffin de Chazal, qui fait une critique radicale de notre démocratie parlementaire avec son ouvrage « Notre maison de l'Ouest ». C'est la fin de cette édition. Lundi, pas de JT pour le 14 juillet. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine et à mardi.